Khair, bon réveil à tous, Sahar Ramadankom, car c'est la première fois que je vous retrouve en ce mois de carême. Et puis bon courage à ceux qui jeûnent ce matin. C'est vrai que le courage, on en a grand besoin pour affronter toutes les abstinences. Il ne s'agit pas seulement de l'abstinence relative à l'alimentation durant le mois de Ramadan, celles qui sont plus à même de nous réconcilier avec notre humanité, avec notre pureté. Ce sont toutes ces valeurs perdues qu'on essaye un petit peu de ressusciter. Et bien sûr, le jeûne Ramadan nous aide pour cela et booste toutes nos valeurs. Et bien sûr, il y a quand même des âmes récalcitrantes durant le mois de Ramadan, à l'instar de tous ces chauffards qui sévissent sur nos routes et qui n'ont rien compris de la leçon de ce mois de Ramadan, le mois sacré qui nous oblige à être meilleurs, à donner le meilleur de nous-mêmes. Sur les routes, des mortalités à inscrire aussi en cette première semaine de Ramadan. Nous allons aussi parler de prévention et de sécurité routière ce matin avec le directeur du centre de prévention et de sécurité routière, en l'occurrence monsieur Neit El Hossin, qui viendra nous parler de la campagne actuelle qui vient en amont et aussi pendant le mois de Ramadan. Ce matin, bien sûr, nous parlerons essentiellement de solidarité, de vivre ensemble. Et pour commencer, nous mettrons en valeur une initiative à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité qui sera célébrée en principe demain. Mais les festivités, les élans de solidarité en faveur de notre environnement ont déjà débuté aujourd'hui. Et nous en parlerons avec Madame Assia Azi, directrice nationale du projet APA, projet d'accès, partage et avantage dont on donnera les détails dans un petit moment. Solidarité, nous en parlerons également avec nos twins, oui, un duo, mais également des jumeaux, des frères, dans l'occurrence les frères Meddah, qui viendront témoigner de leur expérience. Depuis cette année, ils se dévouent complètement, bien qu'ils ne soient pas dans aucune association, ils se dévouent complètement en faveur du soutien aux personnes nécessiteuses. Ils offrent des repas gratuitement. Ils ont mis justement au service de ceux qui en ont besoin des restaurants. Et cette année, nous allons parler un petit peu de la mobilisation. Ce sont The Twins and Friends, oui, Twins du cœur and Friends, ce concept justement de solidarité dont on parlera ce matin sur notre plateau. Bien sûr, on n'oubliera pas Mustapha Boufellah, lui aussi ira sur la lancée de cette solidarité du vivre ensemble. Aujourd'hui, il reçoit la présidente de l'association Al-Amel qui viendra aussi pour parler du soutien aux personnes handicapées. Voilà qui a dit pour ce qui est du programme de cette matinale. Tout de suite, je vous invite à découvrir un petit peu les nouvelles du ciel avec Amel Haribi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis partout. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ramadan, c'est vrai que c'est notre premier jour ensemble. Oui. On démarre la journée comme d'habitude, rien n'a changé. Bah, rien ne change. Hein. Ouais, surtout que la météo est clémente depuis Exactement, quelques jours. ça va s'arranger. Oui, Voilà. Les jeûneurs étaient heureux d'avoir un petit peu, un petit brin de pluie. Avec un peu de froid aussi, ça fait plaisir. Hein. Oui, il y a aussi des personnes qui vivent à l'étranger, dans des pays très chauds, tels que le Moyen-Orient, les Émirats par exemple, ou l'Arabie Saoudite, qui sont venus passer Ramadan en famille. Bienvenue, marhaba bikoum, sahar Ramadankoum. Et ceux-là sont très contents d'avoir retrouvé un climat pareil, oui. Voilà, ces petites pluies, ces petites ondées, comme on dit. Non, mais ça fait du bien quand même. Très bien. Et qu'en est-il? Est-ce que ça va continuer cette journée? Eh bien, ça va s'arranger par rapport à hier. Le soleil est de retour. Et de retour, oui. Timidement, c'est pas plus mais mal, il sera là. C'est pas plus mal, c'est le printemps. Oui. 21 mai. Oui, exactement, 21 mai. Mais on dirait pas, disons. Oui, non, mais bon. Moi, on se plaint pas. Hein, non, bon. du tout. Il fait bon vivre. Du tout. Ça coïncide très bien avec Ramadan. Ah oui, franchement. Excellent. Alors, qu'en est-il des nouvelles du ciel, Amel? Merci, Nadia. Merci. Alors, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera localement brumeux sur pratiquement l'ensemble des régions côtières et dans les vallées de l'ouest et le centre du pays. Puis le ciel deviendra peu nuageux près des côtes ouest, passagèrement nuageux près des côtes centre. Par contre, les régions intérieures et le plateau de l'ouest et le centre où le soleil
sera bien caché par des nuages bas assez denses qui vont donner des pluies parfois orageuses et aussi parfois accompagnées de grêles durant l'après-midi. Et ces pluies sont localement assez marquées sur les wilayas d'Al-Biyad, également N'Ama, le sud de Tiaret, Djelfa, Larwat et Msila. Vers les régions de l'Est, eh bien, le ciel restera passagèrement nuageux, mais plus dense. Ces nuages sont sur les régions intérieures, pouvant engendrer des pluies localement assez marquées, accompagnées aussi d'orages durant la journée. La moitié sud, souvent nuageux, vers la Saoura, le Nord Sahara et les Oasis, avec des pluies orageuses, mais ces pluies sont localement assez marquées sur le Bécharoua. Plutôt voilé sur le Sahara central, l'extrême sud, le Guer Tassili, ainsi que vers le Sahara oriental, pouvant donner quelques pluies orageuses sur le Sahara central, le Guer Tassili, également le Sahara oriental. Par contre, le ciel restera bien dégagé sur le sud-ouest, plus exactement à Tindouf, et à noter des soulèvements de sable un peu partout vers les régions sahariennes. Les températures, quant à elles accuseront une légère hausse par rapport à hier, mais plus à l'ouest du pays, avec 24 degrés du côté d'Oran, Tlemcen, Mascara, 21 Alger, Tizi Ouzou et Sétif, 22 à Annaba, 19 Batna Djelfa, 18 à Al-Bayad, au sud 22 degrés du côté de Béchar, 28 Gardaya, 25 à Biskra, 32 Tindouf, 39 à Insalah, 42 degrés à Elizi, 37 Tamanrasset, Janet et enfin le maximum toujours à Borj, Bedi Mourtar et Ingzam avec 45 degrés. Et comme d'habitude, on va faire une petite escale du côté de l'Europe où le temps aussi restera gris et pluvieux sur une grande partie de l'Europe, plus exactement à Dublin, Paris, Bordeaux, Marseille, Berne, Madrid, également Rome, peu nuageux à Athènes, Budapest et Bucarest, passagèrement nuageux à Londres, également Copenhague, Oslo, Helsinki, Varsovie. Le thermomètre indiquera 21 degrés du côté de Lisbonne, 18 à Londres, 23 Oslo, 22 à Helsinki, 21 à Varsovie, 25 à Bucarest, 22 du côté de Berne, 24 à Paris, 21 degrés à Marseille, 25 Bordeaux et enfin le maximum cette fois-ci à Athènes avec 29 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Vous avez suivi l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Merci beaucoup, Amel. C'est moi, Nadia. Mais les Bécharois vont s'en donner à cœur joie avec ces pluies qui vont arriver. Exactement, surtout au Sahara, oui. C'est génial. Pas souvent, hein. C'est assez rare, effectivement. Oui. Donc, je le disais, hein, vraiment, les régions chaudes, c'est très bien. C'est très bien. Non, mais c'est un temps clément quand même, en général. Ouais, et puis bon, je pense qu'ils vont savourer leur soirée avec cette fraîcheur. La fraîcheur du soir. C'est vrai qu'ils attendent en général, les habitants de Béchar et du Sahara en général, patientent le temps que la nuit tombe pour pouvoir profiter de la journée, de la soirée en fait, et sortir en famille, entre amis. Parce que la journée, c'est un peu chaud quand même. Mais là, ils vont pouvoir profiter et de la journée et de la soirée. C'est excellent. Merci encore une fois, Amel. Passez une excellente journée. Merci. Bon courage pour le carême. Et puis tout de suite, je vous offre cette première chanson de Bertie Hania. Elle chante Khallouni Nrenni. Eh bien, laissons-la chanter tout de suite.
C'était là Khallouni Nghni, un cri du cœur, interprété de superbe manière par tout un collectif de chanteurs, très émouvant, aux côtés de Hania Barti, qui a orchestré cette belle chanson contre les guerres, où qu'elles soient, donc contre vraiment les violences que subissent les individus en pleine guerre. Et ça me permet justement de rendre hommage au peuple palestinien qui résiste farouchement et qui subit actuellement les exactions de l'armée israélienne. Bien sûr, ce matin, nous allons parler aussi de violence, mais autrement, avec un autre invité qui vient de nous rejoindre. Nous allons parler de la violence subie sur les routes. Bienvenue à vous, Naït El-Hossin Ahmed. Bonjour. Vous êtes bienvenu. Vous êtes le directeur du Centre de prévention et de sécurité routière. Et les routes sont dangereuses actuellement, encore autant qu'elles l'étaient avant Ramadan. Oui, les routes deviennent dangereuses. Bon, c'est notamment durant cette période du mois sacré du Ramadan, avec l'effet de l'hypoglycémie, le manque de sommeil, etc. Il y a de l'irritation chez les usagers, il y a des comportements un petit peu intempestifs, et ça se traduit par un nombre important d'accidents de la circulation routière. Justement, c'est la raison pour laquelle nous avons initié une campagne de sensibilisation spécialement pour ce mois de Ramadan. Et là, nous sommes en partenariat avec les services d'Algérie-Post, que je remercie au passage, et qui nous assure la distribution de tous les flyers, les dépliants, les affiches également au niveau des bureaux de poste. Et c'est une contribution remarquable, puisque ça nous permet de toucher l'ensemble du territoire national à travers cette campagne. Mais pour revenir un petit peu aux chiffres de la sinistralité, nous avons constaté avec une note de satisfaction que les indicateurs de l'insécurité routière au cours de ces dernières années sont en baisse constante. On a eu une baisse enregistrée au niveau de l'année 2016 par rapport à 2015. Il y a eu également une baisse au cours de l'année 2017, et cette même tendance est observée durant les trois premiers mois de l'année 2018. Effectivement, on en avait parlé ici même sur le plateau avec un représentant de la DGSL qui nous avait signalé justement cette amélioration. Et là, c'est une amélioration parce que lorsque c'est le représentant de la Sûreté nationale, c'est uniquement au niveau des zones urbaines. Et là, je parle des chiffres au niveau national. Au niveau national, il y a eu une baisse de près de 9% pour le nombre d'accidents corporels. Il y a eu une baisse également de 10% pour le nombre de décédés, et également 10% pour le nombre de blessés. C'est des résultats encourageants, mais ce n'est pas des résultats satisfaisants. Parce que lorsqu'on parle d'une facture de 5278 accidents corporels pendant 3 mois, lorsqu'on parle d'un nombre de décédés, 688 personnes qui ont perdu la vie en 3 mois, c'est énorme. C'est énorme, effectivement. C'est-à-dire, ça nous interpelle pour déployer encore plus d'efforts et de trouver des solutions à cette véritable hécatombe. J'allais le dire justement, ces indices justement d'amélioration ne sont pas prétexte pour baisser un petit peu, relâcher un petit peu la vigilance, parce qu'il faut continuer de transmettre ce message. Attention, les routes, les vies humaines, c'est précieux, et certains conducteurs, hélas, oublient qu'il s'agit de la vie des autres, pas seulement la leur, qu'il s'agit de la santé de l'autre et pas seulement la sienne. Et c'est vrai que le mois de Ramadan, c'est aussi un mois qui nous rappelle qu'on n'est pas seul, qu'il faut agir en société. De partage, c'est un mois de partage, c'est un mois où l'on doit être moins égoïste, moins imbu de soi quelque part, moins têtu sur les routes, je dirais, parce que vraiment ça relève de il y a vraiment des esprits récalcitrants, je l'ai dit au début de l'émission. C'est-à-dire on a essayé aussi d'exploiter cette période
pour un petit peu exploiter la fibre religieuse des usagers, etc., à travers nos supports, à travers nos spots, etc., pour sensibiliser un petit peu. On a focalisé surtout, dans le cadre de cette sensibilisation, on a focalisé sur la somnolence. Parce qu'il y a les habitudes qui changent totalement en matière de sommeil et aussi d'alimentation, et notamment le problème de somnolence. Et on a fait appel à des spécialistes de la médecine du sommeil pour justement faire passer tous les spots de sensibilisation, notamment au niveau de la radio, pour parler aux usagers de la route, parce que lorsqu'il y a un manque de sommeil, c'est l'équivalent d'une conduite en état d'ivresse. Absolument, parce qu'on baisse complètement de vigilance, on perd conscience. On peut, dans certains cas, perdre conscience. Le laps de temps est très infime, ça peut être 2, 3, 4 secondes, mais ces 4 secondes peuvent être fatales, parce qu'on perd la visibilité, on perd tout indice justement sur notre cheminement. Et la période la plus critique, c'est quelques heures avant le ftor. Oui. C'est quelques heures avant le ftor, parce qu'on est carrément... On est en surmenage. En surmenage et en hypoglycémie, oui. Ça irrite. C'est-à-dire, ça attise un petit peu la nervosité, les gestes intempestifs, les conduites brutales, etc. Et là, les drames surviennent justement durant ce laps de temps, entre 5h et 20h. C'est la période la plus... Et les jeunes sujets, en particulier les jeunes sujets, sont vraiment tentés de faire des veillées comme ça, interminables. C'est vrai qu'on... Sahur, c'est quand même à 3h, 4h du matin, on peut se permettre de veiller jusqu'à 3h, 4h, mais il faut une tranche de sommeil. Et parfois, les jeunes enchaînent leur journée comme ça sans dormir. Et quand au bout de 48 heures, on n'a plus de force, il y a également une fâcheuse habitude chez les conducteurs, même les conducteurs professionnels. Pendant le mois de carême, on privilégie les déplacements de nuit. On se dit, voilà, on est éveillé, mais le sommeil, c'est-à-dire on ne peut pas le combattre. Absolument. On ne peut pas le combattre. Et les drames surviennent justement lorsqu'on est, c'est-à-dire sûr de soi, on essaye c'est-à-dire de lutter contre la somnolence. Et ce n'est pas possible. C'est-à-dire le sommeil a toujours son droit. Il y a une horloge biologique comme ça qui rappelle à un moment donné, qui nous attire comme ça vers notre lit quelque part. Là, quand on est au volant, c'est dangereux, c'est très dangereux. Il vaut mieux. Que faut-il faire donc que dire à ces personnes qui ont cette petite somnolence qui survient et qui commence un petit peu à se... Faut-il qu'ils se rabattent, qu'ils s'arrêtent? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Il faut c'est-à-dire dans les normes, lorsqu'il y a 4 heures de conduite, il doit y avoir impérativement une pause de 20 minutes pour un repos. C'est-à-dire, il faut se reposer. Il faut se reposer, même si quand on commence à somnoler, il faut s'arrêter et prendre un petit temps de repos. Parce qu'il y a des gens qui comptent un petit peu sur les excitants des cafés, etc. Prendre le café le soir, le thé, le café. Pour lutter contre la somnolence. Ce n'est pas vrai. On n'arrive pas à lutter efficacement. On ne peut jamais lutter contre la somnolence. Le meilleur moyen, c'est de s'arrêter et de prendre le temps de repos nécessaire et d'éviter aussi d'effectuer les déplacements de nuit lorsque ce n'est pas nécessaire. Ne pas abuser du moins quand ce n'est pas nécessaire. Et de garder, d'essayer de préserver un petit peu les habitudes, c'est-à-dire de dormir à une heure, c'est-à-dire... Voilà. On disait c'est le mois de la solidarité, il faut peut-être rentabiliser la soirée plus tôt pour faire du bien, aider justement dans les restaurants qui ouvrent, je sais pas, apporter un petit soutien aux personnes qui en ont besoin. Et c'est aussi un mois de partage, autant savoir partager la route également. Oui, la route, c'est surtout ça le plus important. Et les mauvais comportements qui sévissent quand même sur nos routes. Vous nous avez parlé d'un premier outil, ce partenariat avec Algérie Télécom, mais Algérie Post plutôt. Oui, c'est la même tutelle, mais c'est vrai que c'est différent. Donc Algérie Post contribue pleinement à cette campagne du mois de Ramadan, mais quels sont les autres outils que vous avez mis il y a eu la réalisation de spots audio, c'est avec des spécialistes justement de la médecine du sommeil. Il y a eu un spot télévisé qui est diffusé sur l'ensemble des chaînes télévisées.
il y a également des actions de proximité qu'on est en train de mener au niveau des lieux accueillants du public. Cette fois-ci, on n'a pas été gâté un petit peu par les conditions climatiques. Oui, il y a même beaucoup de concerts qui ont été annulés. Voilà, pour le début du mois de Ramadan, mais dès qu'il y a une amélioration des conditions climatiques, on va investir le terrain pour justement mener ces actions de sensibilisation au niveau des lieux accueillants du public. Tout à fait, et c'est vrai que si on devait comme ça résumer cette campagne en quelques phrases, quelques mots comme ça qu'on pourrait tout de suite transmettre aux téléspectateurs de cette matinale. Ouais, pour résumer, on insiste particulièrement sur les comportements, on insiste particulièrement sur, c'est-à-dire les habitudes certaines habitudes qui doivent être bannies, notamment les déplacements de nuit, les trop longues veillées pour ensuite prendre le volant, etc. Il faut respecter c'est-à-dire l'horloge biologique, il faut respecter son corps, il faut respecter également, c'est-à-dire les relations pendant ce mois, notamment, c'est-à-dire d'éviter l'énervement, d'éviter... Signaler son passage quand on double, parce que voilà, les usagers, justement, oublient des fois de signaler leur déplacement au moment de doubler, au moment de s'arrêter. On ne le fait plus, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. On ne respecte plus le code de la route en termes de priorité. C'est-à-dire que voilà, l'égoïsme doit être complètement banni. On arrive à un carrefour, il faut pouvoir céder le passage, il faut pouvoir être courtois. Et cette courtoisie, vraiment, doit être de mise pendant le mois de Ramadan. Justement, et toute l'année, d'ailleurs. Toute l'année, d'ailleurs, parce que lorsqu'on voit un petit peu les causes d'accidents, c'est 95% le facteur humain. Le facteur humain, lorsqu'on décortique un petit peu ce facteur humain, c'est le non-respect des règles de la circulation routière. Lorsqu'on change de fil sans signalement, lorsqu'on opère c'est-à-dire un double, lorsqu'on essaye de doubler de manière anarchique, lorsqu'il y a des... En slalomant, c'est-à-dire que là, les slaloms ne sont pas permis. Des manœuvres dangereuses, des dépassements dangereux, etc. Tout ça mène à des catastrophes sur les routes, on le constate. Et ça, c'est intimement lié au facteur humain, c'est-à-dire au comportement. Tout à fait, mais moi ce qui me choque le plus, c'est que pas de courtoisie lorsqu'on arrive au niveau des carrefours. Vraiment, c'est incroyable le degré d'égoïsme qui sévit actuellement. On ne cède pas le passage, bien qu'on soit... celui qui est face à nous est prioritaire, on ne le laisse pas passer. Et ça, c'est vraiment... ça relève de la... Oui, c'est justement la raison pour laquelle on investit trop dans le domaine de la sensibilisation et de l'éducation routière. Il y a un énorme travail qui est en train d'être mené. Il est mené en priorité dans le milieu scolaire. Dans le milieu scolaire, on essaye un petit peu d'apporter... Voilà, il y a énormément de déplacements qui sont effectués dans les établissements scolaires pour apporter justement cette culture de prévention, cette culture de partage de la route, ces règles qu'on doit respecter pour la circulation, même en étant piéton. Parce que lorsqu'on parle de sécurité routière, on a l'impression qu'on s'adresse uniquement aux automobilistes. Même les piétons, il y a des règles à respecter, des règles applicables aux piétons. Il y a des infractions commises par les piétons aussi. En milieu urbain, les premières victimes des accidents, c'est les piétons. C'est la traversée dans les endroits non appropriés, dangereux. C'est des infractions liées aux piétons. Ils sont victimes et ils sont également auteurs d'accidents de la circulation. Accidents, parce qu'ils surviennent comme ça de façon impromptue. Des traversées anarchiques. Ils traversent au moment où on ne s'y attend pas et hop. Voilà, c'est tout ce travail de sensibilisation, c'est tout ce travail d'éducation qui devra modifier durablement les comportements. Les comportements et préparer bien sûr les conducteurs et aussi les citoyens responsables et voilà, de leur propre vie et de la vie des autres, donc à l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Naït El-Hussin. Ahmed Naït El-Hussin, merci beaucoup de rappeler, de nous aider à rappeler tout ceci dans le programme Bonjour d'Algérie. Je rappelle pour ma part que vous êtes directeur du Centre de prévention et de sécurité routière et que vous interveniez à l'instant à l'occasion d'une grande campagne sécurité routière et Ramadan. Donc merci pour cet éclairage et voilà, bonne continuation pour tout ceci.
Et on continue de parler justement de prévention, de danger de la route, tout de suite à travers ce reportage. Restez avec nous. Nos invités vont tout de suite aussi relever les valeurs de ce mois de Ramadan à travers le vivre ensemble, mais aussi la solidarité. Restez avec nous. Vous êtes dans Bonjour d'Algérie. En effet, les images parlent d'elles-mêmes. Sauvons des vies, sauvons surtout ces enfants, vraiment ces innocents qui méritent quand même de connaître un avenir meilleur que celui d'être handicapés ou plutôt de décéder, de ne pas voir la continuité de leur vie. Donc aujourd'hui, on va parler justement d'handicapés, tout de suite avec Mustapha qui vient de me rejoindre. Bonjour. Bonjour Radia. Sahar Mdanek Merci également, vous c'est notre aussi. première Bon journée. Ramadan à tout le monde, tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Oui. Mais il y a aussi une chose, on m'a dit qu'aujourd'hui, il y a une personne qui a un an de plus par rapport à hier. Ah, qui c'est qui a vendu la mèche? Ah, moi je dis pas, moi je suis pas traître, je dis pas. Oui, tout à fait, Mustapha. Ben voilà. Ben, bon anniversaire. Merci, Mustapha. Merci. Quand même, faut C'est le très dire. gentil. Et on n'a pas le temps d'amener le gâteau, ni le cadeau Oui, d'anniversaire. ben qui l'aurait mangé, le gâteau? Et bon, on l'aurait regardé. On l'aurait simplement regardé, photographié, Voilà. et on aurait été tenté. Voilà. Voilà, On on aurait faut été rien tenté. tenter, il faut tenter. Ben, les plus gourmands, comme moi, en fait, auraient été tentés. Je parle pour moi. Vous Mais aimez quel merci, fruit, la mais fraise merci. ou... Moi, j'aime tout. J'aime tout. Je suis gourmande, mais alors de tout. Vous allez vous rattraper ce soir. Absolument, Mustapha. D'accord. Absolument. Absolument. Merci, en tout cas, ça me touche beaucoup. Quand même, vous êtes quand même une collègue, une amie, etc. Il faut bien souhaiter bon anniversaire quand même. Oui, On merci. ne peut pas chanter, non, parce que ça va prendre plus de temps et puis il risque de repleuvoir. Absolument, absolument. Si je chante, ça risque de repleuvoir, donc j'ai pas envie que ça repleuve.
Non, surtout qu'Amel nous a annoncé l'arrivée du soleil. Donc Voilà, faut pas gâcher on va la laisser journée s'installer quand même. à nos amis. Voilà. On va laisser s'installer. Oui, Merci. c'est ça. Merci, Mustapha. Voilà, de rien. On va chanter voilà, en coulisses tout à l'heure, mais il n'y a pas de souci. Donc, je le disais tout à l'heure, on a vu ce spot. Et Oui. c'est vrai qu'il est tellement percutant, il a été tourné dans différents pays. Donc, c'est dire un petit peu que la prévention routière, c'est un petit peu l'affaire de tous. La sécurité routière, je crois que celui qui est passé avant moi et qui est un de mes... que je connais un de mes amis, de toute façon, parce qu'on a collaboré ensemble dans plusieurs opérations de prévention routière et Oui. on va continuer à de le faire, parce collaborer à que le c'est faire. jamais suffisant. C'est Voilà. jamais assez. Je pense qu'il faut le dire, et ce spot est très, très, très percutant. Tout à fait. Il faut le prendre sérieusement. Et hélas, c'est pas intéressant, je le dis toujours, c'est pas intéressant ça vaut rien d'être handicapé, être debout, ensuite être handicapé, ça rapporte rien. On gagne rien en devenant handicapé à la suite d'un accident de sa circulation routière, ou alors mettre un enfant sur ses genoux devant Oh là là, ça c'est... et rouler avec la maman, avec l'enfant sur ses genoux, jeune, et être devant, ne pas le protéger, etc. Oui, Ça, c'est quand même assez. C'est de l'inconscience C'est de pure la conscience. et crue. Voilà. Moi, je crois que quand on a un enfant, il vaut mieux le mettre derrière. Il faut le La maman, protéger. faut qu'elle se mette derrière. C'est pas obligé qu'elle soit à l'avant. Et puis, donc, si on est à proximité d'une chaussée, il faut mettre son enfant à sa droite. à sa droite, Si la chaussée est à gauche. Si Effectivement. la chaussée est à droite. Effectivement, Il y a- sur le il y a trottoir, mettre l'enfant sur le trottoir et nous, on marche sur la Certains sur parents la route. oublient et laissent leur enfant comme ça exposé au Imaginez danger. un enfant qui est tenté par quelque chose, surtout quand il voit soit un Oui. chameau, soit Un petit chat, ne un serait-ce petit qu'un chat, petit chat. il est intéressé par aller Il le va caresser, lâcher il son va lâcher parent et ses hop. parents et traverser la voiture. Et le drame est vite Mais fait. il faut reprendre Oui. ce clip, Oui. je crois qu'il faut le repasser plusieurs fois. C'est la Fédération internationale des sports Pour mécaniques qui avait un Jean petit Todt peu qui l'avait fait, concocté, qui avait oui. concocté ça. Effectivement. Voilà, qui était l'ancien patron d'une marque automobile de course italienne. Très bien. Donc ce matin, aujourd'hui, on va parler des valeurs de ce mois de Ramadan avec vous, Oui. Mustapha, autant qu'avec les autres invités qui vont suivre. On va parler de solidarité, on va parler Bien des élans de bienfaisance. Et vous-même, vous avez été le témoin d'une très belle initiative cette semaine. Oui, Enfin, avant le Ramadan. juste Avant le avant. Ramadan, il En y a amont eu, du mois de Ramadan, voilà, c'est en l'association El Amel de Oui. Babelouet, Mhm. que j'invite les gens à aller visiter les associations, à aller rendre visite aux associations. Il ne faut pas emmener quelque chose, il ne faut pas prendre quelque chose avec soi ou demander quelque chose, c'est juste pour avoir un contact, pour savoir comment ces handicapés vivent, etc., avec le Ramadan, et surtout ils sont très, très dynamiques. Et il faut rendre à l'association El Amel de Babelouet, qui organise actuellement des repas le soir à l'occasion du Ramadan, et qui nourrit pratiquement tout le monde, handicapé ou pas handicapé. Oui, c'est vrai que les éléments de l'association Amel font Tous énormément, bénévoles. tous bénévoles, font un travail extraordinaire en faveur des personnes, En des personnes en situation de situation de handicap, des malades, où qu'ils soient, aussi les enfants cancéreux, les personnes qui sont à l'hôpital. Ils n'oublient personne, ces gens-là. Ils sont au chevet des nécessiteux. Dès que Ramadan arrive, Bien sûr. ils se préparent bien avant, ils sont organisés, ils sont structurés. Voilà. Et c'est ce qui fait plaisir, en tout cas. C'est ce qu'on aime entendre dans notre émission Bonjour Voilà. d'Algérie ce matin en Surtout tant que des maison. initiatives comme ça Oui. qui ramènent quand même beaucoup de choses. Et là, j'ai été avec une équipe, on a fait un reportage sur l'association ML d'organisation. Elle a organisé quelque chose du côté de l'hôtel Sofitel, bien Oui. entendu, pas à l'hôtel, mais à côté de l'hôtel, entre la Bibliothèque nationale. Et donc, elle a remis des prix aux lauréats qui ont eu des examens en français, parce qu'elle donne des cours de français, des cours d'arabe, des cours de couture, des cours de broderie, etc. Ils font des choses merveilleuses. Donc même la peinture, puisqu'ils ont des talents de peintre, les personnes en situation de handicap, donc ils donnent
beaucoup de choses, ils font beaucoup d'activités et je vous invite à voir Oui, le nous avons eu reportage. l'occasion avec vous justement de découvrir des jeunes Des potentialités, handicapés, des voilà. potentialités, notamment dans le domaine de l'artisanat. Les travaux étaient remarquables, Ouais, effectivement. mais là, ce qu'on a vu des déficients mentaux faire Oui. Là, l'association elle-même, elle gère plusieurs types d'handicap. Très bien. Et vous allez voir une personne, une jeune demoiselle, qui a une maladie orpheline, Très qui bien. va s'éclater en dansant dans le reportage. Ah ben, j'ai hâte de la voir en tout cas. Allez, on envoie les images tout de suite, on va les voir. Nous sommes ici avec l'association ML de Babelmet qui a honoré ses lauréats pour la fin de l'année. Cette journée a été organisée par l'association. Moi personnellement, je suis professeure de français. J'ai une quinzaine d'élèves de tout âge, à partir de 15 ans jusqu'à 35-40 ans. C'est des élèves en général qui n'ont jamais été à l'école publique, de par leur handicap et de leur situation familiale, sociale. Ils n'ont jamais su écrire et lire. Mais actuellement, on a vraiment avancé et ils ont de très bons résultats. D'ailleurs, maintenant, on fait même de l'oral, on fait du dialogue en français. Et ça leur sert pour leur vie quotidienne. Moi, on ne prépare pas d'examen. On n'a pas d'examen à préparer. Cette journée est l'expression, la véritable expression de la solidarité, d'abord et en premier lieu entre les organisations de la société civile. Moi, je représente ici l'association des retraités de la police, qui est une association à caractère social. Et se solidariser avec les associations de façon générale, mais particulièrement avec les associations des handicapés, qui s'intéressent spécialement à la solidarité entre toutes les organisations, notamment de la société civile, qui font un travail excellent. Et ce travail nous montre que la société algérienne est solidaire, la société algérienne est pleine de compassion. J'ai choisi l'association ML parce que j'avais un enfant handicapé que je viens de le perdre. Donc j'ai bien voulu rester à la place de ma fille. C'est une IMC, elle a un retard psychomoteur, c'est une handicapée 100%. J'ai pris la place de ma fille. Ça a été terminé par une soirée festive avec des remises de diplômes et un défilé de mode organisé par des personnes handicapées. C'est vrai que la joie se lit sur les visages, le bien-être, elles sont bien dans leur tenue traditionnelle. C'était des trisomiques qui faisaient un défilé de mode d'habits traditionnels. Bon, c'était très bien, surtout la fille de petite taille qui a une maladie orpheline, donc elle s'est donnée à fond sur ça. C'est vrai qu'ils sont pleins d'intelligence au fond, c'est-à-dire même s'ils ont des déficiences mentales, elles sont généreuses de par le cœur, de par les attitudes, et c'est ça qui rend attachantes ces personnes. Et lors de festivités comme ça, j'imagine que vous avez dû en voir des situations intéressantes. Oui, beaucoup. Vous savez, pour parler d'handicap, entre handicap et handicap, Trisomique 21, c'était quelqu'un qui est très attachant. Oui. Quand il vous voit la première fois, bon, il est un peu inquiet, un peu curieux de savoir observateur, qui vous êtes, il commence par être observateur. Mais après, il vous prend dans ses bras. Quand il vous voit, il vous prend dans ses bras, il est très attachant. C'est bien vous pouvez pas lui dire non, rien du tout. Vous pouvez que simplement fondre. Voilà. Complètement. Voilà, on tombe complètement. Et suivre son rythme. Vous savez, quand on côtoie ces personnes, on devient plutôt, on oublie un peu nos problèmes, la dureté de la vie. Voilà. Et ça, les parents, il y a un parent qui me disait, j'ai béni Dieu d'avoir un enfant comme ça parce qu'il m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, etc. L'exemple de la dame, sa fille est morte, elle était IMC, très lourde, etc. Et elle a repris
la place de sa fille pour apprendre le français, pour pouvoir aider d'autres personnes, spécialement pour les aider. Je crois que chacun de nous a quelque chose qu'il apporte à cette société, une pierre à l'édifice. Et je crois que ça serait bien que les gens visitent un peu ces associations, surtout ceux qui conduisent comme des fous. Ils verraient qu'il y a des gens parmi eux, des personnes qui sont devenues handicapées à la suite d'accidents de la route, à cause d'une malveillance d'un parent, d'une famille, etc., qui est devenu handicapé. Tout à l'heure, vous parliez d'un enfant qui s'échappe aux mains de ses parents parce qu'il a vu un chat, parce qu'il a été attiré par un ballon, par un jouet, etc., et qui devient handicapé, soit amputé, soit, etc. Et avec ça, ça devient quand même très c'est lourd, voilà. C'est lourd pour les parents, c'est difficile, c'est aussi très lourd en termes de dépenses, en termes de prise en charge, en termes Vous savez, je vais faire quelque chose, je vais inviter quelqu'un de la Case Orale, peut-être au courant avant la fin de Bonjour d'Algérie, pour avoir les prix. Combien coûte une personne qui devient handicapée? Ça coûte cher. Ça coûte cher, sa prise en charge. Tout dépend de l'atteinte de l'handicapé. Il ne faut pas dire qu'un handicapé a les moyens ou l'État donne les moyens. Mais l'État dépense plus pour sa prise en charge, son fauteuil roulant, son accessibilité dans le logement, puisque le ministre de l'Habitat a donné ça. Ça va coûter excessivement cher de réhabiliter un appartement. Oui, effectivement, mais ces chauffards qui sévissent sur nos routes, ces personnes inconscientes, ont tendance à se dire « Ah, ça n'arrive qu'aux autres. Bien ça sûr. n'arrive qu'aux autres. On est à l'abri, ils ont cette assurance, et pourtant, non. Nul n'est à l'abri, notre vie peut basculer du jour au lendemain. Vous savez, il faut jamais faire confiance à une voiture ou dans une voiture, dans un moyen de transport, quel qu'il soit. Vous avez toujours des problèmes, vous aurez toujours des problèmes de casse ou des problèmes une voiture ça arrive qu'une voiture soit mal montée et que vous héritiez de cette voiture. Vous roulez à fond sur l'autoroute. Il y a une pièce qui casse. Automatiquement, vous partez en tonneau. Absolument. Vous partez en tonneau. Ou la direction casse, automatiquement, vous partez dans les platanes, comme on disait avant. Quand il y avait des platanes, des arbres, tout le long de la route, on disait « Tiens, on va aller aux platanes, on va se payer les platanes ». Il y en a beaucoup du côté de Cherchel. Oui, il y a beaucoup de platanes. Ils sont dangereux. Vous allez recevoir quelqu'un des forêts, il va vous expliquer. Oui, parce que le tronc est énorme. Le tronc est solide. Oui. Ce sont des arbres pérennes, comme ça, qui permettent un petit peu d'avoir cet ombrage, mais qui peuvent être dangereux s'ils ne sont pas badigeonnés, parce qu'on oublie des fois de badigeonner le bas des arbres. Même s'ils sont. Vous loupez un virage. Vous allez directement. Ah, directement, tac, sur le platane. Vous tapez sur le platane. On tape. Donc, essayons de comprendre un peu et devenons calmes. C'est ça. Il ne sert à rien, vous perdez une seconde, mais vous gagnez votre vie. Voilà, qu'est-ce que c'est que de laisser son voisin passer? C'est rien. C'est rien. Pas du tout. Il passe et vous passez. Personne ne stagne sur une route et c'est ce que les gens oublient. On a l'impression que tout le monde doit passer en même temps. Non, je crois qu'ils ont des feux à éteindre. Oui. J'ai l'impression, c'est qu'un ami qui me dit ça, il me dit quand il voit une voiture accélérée, il me dit il a un feu à éteindre quelque part. Absolument. En tout cas, ce qui est à relever aussi, c'est l'initiative de cette association Al-Amel. J'aimerais qu'on dise un dernier mot, Mustapha, voilà. Oui, non, c'est une association à encourager. D'abord sa présidente, Hilia. Oui. Donc il faut aller visiter des associations, il ne faut pas avoir peur. Hizia Rozi qui fait un travail vraiment formidable avec tous les bénévoles qui sont autour d'elle. Oui. Et elle est devenue handicapée à la suite d'une erreur médicale aussi. Donc, oui, ça peut survenir de cette manière aussi, hélas. Donc il faut aller visiter les associations. Moi je suis pour que vous alliez visiter les associations pour savoir simplement les belles choses qu'ils font. Et le mois de Ramadan est vraiment propice, c'est le moment d'exprimer toute sa générosité. Mais on n'est pas obligé d'emmener quelque chose, on n'est pas obligé de donner de l'argent. Non, mais ce serait bien d'emmener quand même, ne serait-ce que... Voilà, des fois ça peut être symbolique, mais ça peut apporter un sourire, mais un bien-être. C'est bien quand vous voyez les sourires des autres, quand vous venez les voir, juste parler avec eux, ou rigoler avec eux, ou blaguer avec eux, ça serait bien.
C'est toujours ça. Voilà. Et croyez-moi, ça ne fait pas du bien qu'à celui à qui vous offrez votre sourire ou votre générosité. Si ça vous fera du bien à vous-même, vous allez vous réconcilier avec votre humanité, avec votre pureté. Et c'est ce qu'on va essayer de faire durant ce mois de Ramadan, je l'espère. Alors mettons-nous au travail tous comme on est. Merci Mustapha. De rien, et J'espère encore que bon la anniversaire semaine, et merci. les amitiés à votre maman. Merci Je beaucoup. vous salue et bien sûr ma maman et la maman d'Emel. Voilà. Et je ne suis pas seule, vous parlez de la maman d'Amel, et bien le frère d'Amel célèbre son Oui, anniversaire. oui, c'est vrai, aujourd'hui. c'est vrai. Bon On lui souhaite anniversaire un aussi. bon anniversaire également. Donc Yacine, joyeux anniversaire, longue vie avec plein de bonnes choses. Également à Mohamed Amin, Bouhamdani, le fils de notre script, donc qui est très présente ce matin. Donc Vous on lui êtes souhaite tous les le trois en bonheur. même Voilà. temps, c'est grave. Ah oui, hein. Je ne suis pas la seule, voilà. L'arroseur arrosé, on appelle ça. En tout cas, longue vie et beaucoup de bonnes choses à vous. Il y aura qui nous beaucoup de suivez ce gâteaux chez matin. les pâtissiers, oui. D'accord, ok. C'est bien. Beaucoup de monde est né le 21 mai, à l'instar de Radia Boulmahali. Bon, merci beaucoup. Merci Mustapha. De Passez rien. une excellente journée. Merci vous aussi et à lundi prochain. À lundi prochain, Inch'Allah. Et puis tout de suite, on va parler aussi de savoir-vivre, on va parler de vivre ensemble, mais à travers des initiatives qui sont en faveur de l'environnement. On va parler de biodiversité. Et pour planter le décor, nous allons tout de suite mettre le cap sur la région de l'Risha, c'est du côté de l'Arwat, une région qui est un haut lieu de culture et de culte, donc que beaucoup de personnes visitent durant de mois sacrés de Ramadan, mais c'est une occasion pour nous de mettre en valeur aussi les beautés de cette région, l'Arwat en l'occurrence, et le Risha en particulier. C'est un reportage signé Rahim Abdelaziz. Risha renferme de nombreux biotopes d'une richesse floristique disparate dans un milieu saharien réputé hostile. L'Oued de Risha. Les riverains disposent de vergers à même les rives de l'Oued. Culture maraîchère et surtout arboriculture se côtoient sur les étroites bandes sédimentaires et limoneuses de l'Oued. Dalles, falaises de grès et oued à sec. Un paysan travaille sa terre. La wilaya de l'Arwat se distingue par deux types de reliefs. Au nord, les monts de Jbel Amor. Au sud, les plaines désertiques. Au nord, les altitudes varient entre 1000 et 1500 mètres d'altitude. Le sommet de Garn Arif, 1721 mètres, et on a aussi Sidi Aqba, dont l'altitude ne dépasse pas les 1700 mètres. En général, la wilaya de l'Arwat est pauvre en ressources hydriques. La région nord est exceptionnellement riche en eau grâce au synclinal d'Eflou, d'où le grand oued du Chélif prend sa source, près de Sebgeg. Auparavant, plus d'une centaine de sources existaient. Aujourd'hui, celles-ci sont taries à cause de la sécheresse et des forages illicites. Les sources de Risha et Oued Brish sillonnent les dalles de grès. Le couvert végétal est fonction du climat. Deux climats y dominent, semi-aride au nord et aride au sud. Au nord, il y a les nappes alphatières
et des forêts comme celle d'Eflou ou Waran où nous sommes à Al-Gaada. Au sud, domine la végétation saharienne comme le rétam ou rtam, etc. Au cœur de Oued Berriche, une riche végétation peuple les rives. Lauriers de l'Atlas, genévriers, rétam, joncs et autres arbustes en constituent l'essentiel du couvert végétal. Évoluer à même l'Oued s'avère une tâche difficile à cause de l'inondation du lit de ce cours d'eau. Sur les rives de Oued Berriche vivent des genévriers et surtout des pins d'Alep très bienvenants. L'eau de Oued Berriche est d'excellente qualité. Une riche végétation encercle l'Oued. Dans ce décor se greffent grès et végétation saharienne luxuriante. Les beaux pins d'Alep ou Pinus alpensis s'imposent majestueusement. Je le disais tout à l'heure, on va parler encore de vivre ensemble et puis aussi de la préservation de notre nature, cette nature si généreuse du côté de l'Algérie, un pays continental qui compte tous les reliefs possibles et imaginables qui puissent exister sur notre terre, à part bien sûr l'Antarctique, bien sûr, mais quand même on a des périodes où l'on voit l'apparition de la neige sur les sommets, on a même des neiges éternelles dans certaines régions. Bienvenue à Assia Azi qui va nous parler justement de la préservation de la biodiversité dans notre pays. Bienvenue. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Rapidement, je vais résumer un petit peu votre fonction parce que vous avez plusieurs casquettes. D'abord, vous êtes chargée de direction de gestion du patrimoine forestier et alphatier à la Direction générale des forêts. Vous êtes également directrice nationale du projet APA Algérie, donc accès et partage des avantages. C'est là-dessus qu'on va axer notre conversation essentiellement ce matin. On va parler de biodiversité et de ce projet donc, dont vous allez nous donner les détails. Ouais. Tout d'abord, alors dites-moi, accès et partage des avantages. Quels avantages exactement? En fait, je pense qu'il faudrait d'abord expliquer un peu d'où vient APA. Très bien. Ça vient en fait de la Convention sur la diversité biologique qui est entrée en vigueur en 93. Donc cette année, donc demain, on fêtera les 25 ans d'action sur la biodiversité. Et donc cette convention, en fait, elle a 3 grands objectifs qui sont en fait la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de la biodiversité et le partage des avantages. Donc, ce troisième axe-là, il a été consacré par un protocole
qui est juridiquement contraignant, bien sûr, et donc qui oblige un peu les pays, qui en fait reconnaît la souveraineté des pays sur leurs ressources génétiques. Et donc, lorsqu'une multinationale ou quelqu'un qui veut faire de la recherche-développement ou de la recherche tout court sur une ressource génétique qui appartient à un pays donné, il doit demander l'accès. Il doit demander l'accès, et l'accès doit être demandé en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il faut qu'il déclare clairement et en toute transparence quel est l'usage qu'il va faire de cette ressource génétique. Et c'est à partir de là que le pays détenteur de cette ressource va donner ou ne pas donner l'accès et va poser des conditions convenues d'un commun accord avec ce demandeur. Mais c'est vrai que, en parlant justement de recherche génétique, il y a certaines firmes pharmaceutiques qui, ayant découvert certaines espèces endémiques dans une région donnée, se sont appropriés les droits d'utilisation ou, je ne sais pas ce qu'on appelle, je ne connais pas les termes, les brevets, voilà. Les brevets d'exploitation avec exclusivité de certaines plantes endémiques qui sont propres à certaines régions. Et ça, c'est vraiment, ça devient après dangereux parce que là, on rentre dans une dynamique commerciale qui n'est pas en faveur de la région mère. Et ça, c'est dangereux, d'où la nécessité peut-être de protéger. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est, d'accord, on vous donne la ressource, mais en contrepartie, il doit y avoir un partage des avantages. Donc, des avantages monétaires ou non monétaires. Donc, ça peut être de l'argent, si ça découle sur un produit commercial où on a des bénéfices de milliards de dollars ou je ne sais combien. Il faut qu'il y ait un retour vers le pays détenteur de la ressource. Donc ça, c'est un contrat qui se fait au départ. Ou bien des avantages non monétaires. À ce moment-là, c'est un transfert de technologie et ça permet aussi aux pays de renforcer un peu les capacités de leur propre recherche dans leur propre pays. Tout à fait. Donc c'est vraiment de définir ces avantages. Mais en plus des ressources génétiques, qui ne comprennent pas uniquement les plantes, il y a les plantes, les animaux, les micro-organismes, les champignons, en fait, tout composante vivante. Tout a une valeur dans la nature. Voilà, tout à fait. A une valeur, tout est enchevêtré. Exactement. Et tout dépend de... C'est-à-dire chaque élément de la nature dépend de l'autre pour la survie des espèces. Parce qu'en fait, c'est aussi un moyen parce qu'en fait, conserver la biodiversité, ça coûte aussi de l'argent pour les gouvernements. Et donc, parce qu'en fait, les populations qui vivent dans un écosystème ont aussi besoin de se développer, d'avoir des activités. Et puis, les activités comme le tourisme, ou la pêche, ou l'agriculture, ou la foresterie aussi proprement dite, peuvent avoir un impact négatif sur la biodiversité. Donc, il faut dans ce retour monétaire, il faut qu'il y ait une partie de cet argent qui est rétribuée pour ces zones-là, pour pouvoir les conserver et que ces populations qui vivent dans ces milieux aient une vie décente aussi. Tout à fait. Mais il n'y a pas uniquement les ressources génétiques qui sont partagées, il y a aussi les connaissances traditionnelles qui sont liées. Parce que l'idée de rechercher un nouveau produit part aussi de l'idée que les anciens ont utilisé une recette miracle pendant des années. La médecine traditionnelle. Voilà. Et donc, il y a aussi cette connaissance traditionnelle qui est utilisée. Donc, en fait, dans ce protocole de Nagoya, il y a tout ce qui est ressources génétiques, il y a les connaissances traditionnelles, il y a aussi les droits de propriété intellectuelle. Il y a le droit de propriété et de souveraineté sur les ressources génétiques, mais il y a aussi le droit de propriété intellectuelle qui sont liés à ces connaissances traditionnelles. Donc, l'Algérie ayant signé le protocole, mais nous ne l'avons pas encore ratifié. Il a été mis Il a été adopté en 2010, voilà, c'est ça. Et l'application il est entré en vigueur en 2014, lorsque 50 pays ont ratifié le protocole. Donc ce protocole-là, nous, on n'est pas encore partis, on n'est pas encore contraint d'appliquer. Mais ceci dit, nous sommes en train de travailler à travers le projet APA. Donc, c'est un projet qui est cofinancé par le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, et et nous avons l'appui aussi du PNUD
qui gère avec nous ce projet, avec la Direction générale des forêts. Donc, qui gère on gère ensemble ce projet. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en place une stratégie et une stratégie nationale et un cadre juridique et institutionnel qui nous permettra de la mise en œuvre du protocole, ou du moins d'appliquer ces principes d'accès et partage juste et équitable des avantages qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles liées. Et c'est vrai que ce partenariat avec le PNUD et la préservation de la biodiversité, c'est un travail, c'est tout un programme. Ce programme a ses ramifications en Algérie et bien sûr, il y a une structure qui est née de cette collaboration. C'est la structure qui gère les parcs nationaux et Dieu sait qu'on en a des parcs. Hein. Ils sont plutôt les parcs culturels. Les parcs culturels. Voilà. On parlait justement de connaissances traditionnelles qui est liée aussi à la nature et à un héritage, à un patrimoine, à tout ça. Le patrimoine est dans un patrimoine naturel également. D'ailleurs, en fait, comme ces deux projets du PNUD et qui sont cofinancés par le même bailleur de fonds, nous nous efforçons d'avoir des passerelles entre les deux projets. Et d'ailleurs, justement, la DGF, à travers le projet APA, a décidé de célébrer demain, le 22 mai, qui est la journée internationale pour la diversité biologique. Et donc, le projet parc culturel est invité à cette manifestation qui se tiendra donc, à l'INRF, à l'Institut national de recherche forestière, à la forêt de Baïnem. Et donc, ils seront présents avec nous à travers une conférence et un stand pour expliquer un peu ce qu'ils font pour la biodiversité. Parce que c'est vrai que les parcs culturels, au départ, c'était plus culturel. Mais maintenant, il y a tout un travail qui se fait pour la biodiversité dans ces parcs culturels. Et donc, il est important de travailler ensemble pour pouvoir mutualiser les efforts. Le parc de la Gare le parc du Tassili travaillent par exemple depuis des années sur la préservation d'une espèce qui est très rare, c'est le guépard. Le guépard qui est menacé de disparition et qui est vraiment, il y a tout un travail pour le photographier, recenser les spécimens qui sont toujours en survie et c'est excellent ça. Tout à fait. En fait, c'est un travail aussi qui se fait en collaboration avec la Direction générale des forêts. Donc nous avons une sous-direction de la faune sauvage, de la chasse et de la faune sauvage qui active énormément, donc notamment pour le guépard, pour les gazelles, et également pour le mouflon à manchette et pour le cerf de Barbarie. Donc toute cette faune, le singe magot aussi, donc on a tendance à l'oublier parce que c'est tellement commun de partir et de le voir, donc ce n'est pas le cas dans d'autres pays, donc on le voit tellement sur nos routes il est sur les routes, a l'impression qu'il est commun. Il fait partie de la famille, voilà, les meubles, mais c'est pas si commun que ça, c'est quand même le seul macaque de l'Afrique du Nord. Et donc voilà, donc il y a énormément, nous avons une sous-direction de la chasse et de la faune sauvage qui active énormément, donc à travers les réserves de chasse et les centres synégétiques qui sont spécialisés chacun dans une espèce. Et ils travaillent aussi sur le guépard avec le projet parc culturel. J'ai eu une longue conversation cette semaine, Madame Azi, avec un ami qui se trouve du côté de Sidi Bel Abbès et qui m'annonçait justement une mort comme ça qui n'était pas attendue d'une espèce quand même qui n'est pas toujours attendue dans nos forêts, c'est le lynx. Est-ce que c'est un lynx ou je ne me rappelle, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il y a eu un spécimen qui a été tué comme ça, accidentellement. Oui, bon, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Parce que c'était pas dans le cadre d'un braconnage, hein, c'était vraiment accidentel, par méconnaissance. Oui, voilà. Donc, par des fois, par peur, les gens peuvent réagir. Ou bien, des fois, c'est des accidents aussi dans la route, parce qu'en fait, les routes constituent une fragmentation d'un écosystème. Et bon, on a l'impression que la nature est là figée, mais aussi il y a des habitants. C'est comme vous faites un projet, vous délocalisez les habitants, et la faune sauvage, en fait, c'est son habitat, c'est sa maison. Donc quand on vient nous mettre une route ou mettre une infrastructure, c'est une intrusion dans leur habitat. Et c'est pas pour autant... Il faut réfléchir avant de le faire. Voilà, et c'est pas pour autant qu'eux vont changer d'habitude. S'ils ont l'habitude de nicher ou de chasser dans un territoire, ils vont continuer. C'est pour ça que maintenant,
Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle les corridors verts qu'on essaye de mettre pour pouvoir mettre en relation les habitats. Mais il faut dire c'est vrai que ça a été l'objet de beaucoup de... Voilà, il y a eu des controverses lorsqu'il y a eu la construction de la route, de l'autoroute Est-Ouest à l'arrivée au niveau de l'Qala. Tonga, donc était un petit peu menacé. Oui, malheureusement, le développement, parfois, il ne se fait pas toujours de manière durable. En tout cas, il y a eu un contournement comme ça. Il y a eu une petite déviation, mais quand même, on a touché à une partie du parc naturel qui était là-bas, qui a été quand même touchée. Mais voilà, donc la conservation, nous à la DGF, donc nous avons sous notre responsabilité technique 8 parcs nationaux qui sont plus ou moins des écosystèmes... oui, avec toutes les zones classées Ramsar qui existent dans notre pays, les zones humides, il y en a 56. Il y a aussi une stratégie de la gestion des zones humides qui a été menée par la DGF, mais que tous les secteurs ont travaillé avec nous. Donc c'était pas un travail... C'est vrai que c'est l'affaire de tous. Hein. Voilà, tous les secteurs sont concernés par la biodiversité. C'est pour ça justement qu'à la COP 13 de la Convention sur la diversité biologique, il y a eu toutes des discussions sur l'intégration de la dimension biodiversité dans les stratégies sectorielles, donc pour pouvoir prendre en compte dans les stratégies sectorielles cette biodiversité. Mais voilà, donc parfois aussi le développement humain a ses contraintes qui ne prennent pas toujours compte de ces aspects-là, malheureusement, mais c'est un impératif aussi de développement. Tout à fait, tout à fait. Vous-même, vous avez été formé en agronomie, donc vous êtes agronome à la base, donc quel bonheur de travailler dans un tel domaine. C'est vrai qu'on vous voit, vous êtes gradé, on voit votre uniforme, vous le portez si bien, mais à la base, vous êtes vraiment une passionnée de la nature. Oui, parce qu'en fait, moi j'ai fait l'Union al-Haraj, donc actuellement c'est le ENSA. Donc c'est vrai que j'avais fait un ingénieur en agronomie, mais spécialisé en foresterie et protection de la nature. Donc je suis vraiment dans mon domaine. Et vous vous êtes orienté dès le départ, vous avez pensé forêt. Oui, bien sûr. Vous aimiez ça depuis votre enfance ? Oui, tout à fait, parce qu'on a eu quand même la chance d'avoir des parents qui sortent énormément. Donc les week-ends, on passait toujours les week-ends en forêt ou en mer, ou en tout cas dans la nature. Et ça nous a appris aussi à aimer la nature. Donc forcément, je ne pouvais pas aller ailleurs. Oui, voilà, donc c'est excellent. En tout cas, pour revenir à cette journée du 22 mai, donc, qui a été désignée par les Nations Unies, donc la JIB. Voilà. JIB, voilà. Donc c'est aussi l'objectif principal, c'est d'encourager toutes les initiatives à l'effet d'une meilleure compréhension de la biodiversité. Tout à fait. Qui permettra par la suite une meilleure protection et puis une sensibilisation, accroître la sensibilisation au maximum. Parce que souvent les gens comprennent la biodiversité uniquement à travers les plantes ou les espèces qui sont dans les écosystèmes naturels. Mais il y a aussi la biodiversité agricole. Donc il y a aussi beaucoup de variétés et de certains légumes ou de certaines plantes comestibles. Par exemple, dans nos oasis aussi, dans les oasis, souvent on trouve des variétés de raisins ou de certains légumes qui sont en train de disparaître, qu'on est en train de perdre, alors que ce sont des ressources génétiques très importantes, notamment dans le contexte du changement climatique, parce que ce sont des variétés qui se sont bien acclimatées aux conditions désertiques et qui pourraient être un plus tard pour la résilience au changement climatique. Donc en fait, dans le protocole de Nagoya, on ne prend pas uniquement en considération tout ce qui est spontané, mais aussi tout ce qui est cultivé, parce que là aussi, il y a aussi des ressources génétiques importantes. Oui. Parce qu'en fait, quand on parle d'espèces, on est à un niveau espèce. Il y a une espèce qui peut se retrouver peut-être sur tout le nord africain, mais peut-être il y a aussi des zones qui sont plus spécifiques parce que
c'est une forêt qui est méridionale, donc elle est sous des conditions ou des facteurs climatiques qui sont plus intenses. Et donc, ce sont des individus qui développent une adaptation, qui développent une résilience plus importante que la même espèce qui est un peu plus au nord. Et donc ça, c'est pour ça qu'on parle de ressources génétiques et non pas d'espèces. Oui, de ressources génétiques et aussi de recours à une culture bio. Donc c'est ça, ça veut dire que ça favorise, ce sont des terrains. Je parle du Sud, notamment, le Sud permet et favorise justement l'évolution d'une culture bio. Et c'est ce qui est de mise actuellement. On essaye de revenir au maximum à cette culture bio. La culture bio, je pense qu'on peut en faire partout, même les zones de montagne au nord, il y a de la culture bio. Et actuellement, à travers le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, on part sur la certification et la labellisation de certains produits du terroir. Et là, ça rejoint tout à fait justement cette idée de spécificité régionale par rapport à certaines... Tel ou tel produit. Tel produit. Très bien. Voilà. D'ailleurs, demain, avec nous aurons quelques exposants qui exposeront quelques produits du terroir qui sont soit labellisés, soit en cours de labellisation. Donc, j'invite tout le monde à venir jeter un œil. Et si vous les invitez, il faut leur rappeler et l'adresse, l'horaire. Donc, c'est à l'Institut national de recherche forestière à Baïnem. Oui. Et à partir de 10h, on sera là. Tout le monde est le bienvenu à partir de 10h. Merci beaucoup pour cette invitation, Assia Azi. Merci d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes directrice nationale du projet APA Algérie, donc accès et partage des avantages, mais également vous êtes chargée de direction de gestion du patrimoine forestier et alphatier au niveau de la direction générale des forêts. Ce fut un plaisir. Passez une excellente journée. Puis, également. Voilà, bon courage pour le jeûne et Sahar Ramadan. Encore une fois. À bientôt. Merci. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Tout de suite, nous allons parler justement de ce mois de culte, de ce mois de piété Ramadan, à travers cette fois-ci une découverte, une école coranique visitée pour vous, rien que pour vous, par Siham Kenouch ce matin. Lecture pittoresque aux couleurs chaudes, nous sommes à Qsar al-Arab in Salah. Nous allons vers l'école coranique de Cheikh Zawi. Et le petit Touhami arrive aussi accroché aux mains de son papa. Pour lui, c'est premier jour d'école. C'est avec un très grand soin que sa tablette est préparée. Le Cheikh, son initiateur, la lui présente dessus les premières lettres de l'alphabet arabe. Alif. Ba, ta, sa. La tablette est préparée à la traditionnelle. Les connaisseurs préparent aussi de l'encre et puis la plume pour écrire d'une manière ancestrale. Pour l'encre, il nous faut du coton auquel on ajoute du noir de fumée. On le récupère des chaudrons comme ceci. On peut aussi y ajouter de la résine. C'est une résine qu'on récupère sur un arbre qui pousse chez nous. L'école coranique à In Salah est appelée l'Aqrabish, un nom qui lui viendrait du premier verset du Coran, Iqra bism. La connotation est juste berbère zennati. Et au milieu des enfants, nous retrouvons le petit Touhami. Déjà en pleine ambiance. L'Aqrabish contient un côté garçon et un autre pour les filles. Cette école est célèbre à In Salah. Elle est là depuis quelques décennies. Cette école existe depuis 1956. Mon père l'a fondée, ma mère l'a encouragée. Ici, on apprend le Coran, la grammaire arabe
et un petit peu de jurisprudence. Mon papa est parti en 2008. Nous sommes ici, nous sommes sa relève, on continue. La fin de la séance, chacun reprend ses tablettes, on sort en courant. Youpi, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Siham Kenouch de nous emmener si loin pour découvrir justement ces enfants et cette école justement qui permet de connaître un peu les fondements de notre islam, les fondements de notre religion. Et bien sûr, cette religion nous amène toujours à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qu'essayent de faire aussi les frères Meddah. Avec moi, l'un des twins, parce qu'ils sont jumeaux. Exact. Ouais. Juba, bienvenue. Juba. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez récidivé cette année. Ouais. Vous avez récidivé. Les téléspectateurs qui nous suivent ce matin vont se demander ce que c'est que cette récidive. En fait, vous relancez encore pour les Twins du Cœur and Friends, les frères jumeaux et tous nos amis, tout notre entourage, voilà. Depuis maintenant, c'est la 7e année qu'on fait les restaurants du Cœur, Matam Rahma et Abbas Sabil. Alors, comme je vous ai dit, moi, mon frère jumeau, Hamza qui est absent, Marwan Houali qui est au Canada. J'aurais voulu voir votre double. Oui, malheureusement, il n'est pas là, il n'est pas présent. Voilà. Il faut qu'il assume une mission. Oui, exactement, voilà. On le salue en tout cas où qu'il soit. Voilà, je salue Riley, je salue, comme je vous ai dit, Hamza qui est au Canada, Johnny qui est au Canada maintenant. Malheureusement, il n'a pas pu être ici. Mais il est présent par le cœur. Il est présent par le cœur, non. Même il est toujours présent au téléphone avec nos amis et tout. On s'entraide. Excellent. Tout le monde nous donne le coup de main. On fait tous ensemble. Même nos amis, il y a ceux qui ne veulent pas être affichés, si on peut dire ça, dans l'anonymat. Il y a ceux qui sont toujours avec nous aussi. Que ce soit pour les fonds, pour les achats. Oui, on le dit bien dans notre religion, que le hasana, il faut la terre, il faut pas dire ce qu'on donne, ce qu'on partage, forcément, comme je vous ai et dit. c'est plus valorisant pour celui qui Exactement, voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on a réussi à faire ça depuis maintenant. Je vous ai dit, là, c'est la 7e année, c'est la 7e édition qu'on fait ça discrètement. Eh bien, on le fait bien, oui, en fait, dans la simplicité. Vous le faites en dehors des associations. Vous n'êtes pas enrôlé dans un mouvement associatif, ni dans un collectif. C'est vraiment une initiative citoyenne. Exactement. Et c'est ce qui vous valorise. Merci beaucoup. Bravo. Voilà, c'est ce qui nous valorise. On le fait de bon cœur. Oui. On n'a pas besoin d'avoir une association, toute une administration et tout pour faire ça. Et au-delà de 7 ans, pas encore essoufflé, donc vous n'avez pas l'impression d'une routine? Est-ce que vous le faites avec toujours la même abnégation, le même engagement? Oui, toujours, chaque année. Malheureusement, on peut le faire que durant le mois de carême. Oui. Si, on aurait aimé le faire en hiver et toute l'année, mais c'est pas possible. Mais c'est déjà bien, un mois. Un mois, ouais, 30 jours, du 1er au 27e jour. Oui, en tout cas, Dieu, subhanahu, il nous a, en tout cas, lui aussi, facilité la tâche, dans la mesure où il nous a demandé de concentrer toute notre énergie en un seul mois, le mois de Ramadan, et de donner le meilleur, c'est-à-dire c'est le mois test dans l'année. Exact. Nous, on est, comment dirais-je, c'est l'année test, c'est toute une vie test, pas que le mois de carême. Quand on peut faire du bien, on le fait. Absolument. Après le mois de carême, on s'organise, on a beaucoup plus de temps. Bon, le temps, on n'a pas beaucoup, mais bon. On se l'arrache. Voilà, on se l'arrache, parce que c'est pas facile. Moi, je vous le dis, c'est pas facile du tout. Se réveiller très tôt le matin et ne pas dormir le soir, c'est pas du tout facile. Mais quand vous venez de le dire, on se l'arrache et on fait de notre mieux pour mieux s'organiser et tout. Très bien. Voilà. En tout cas, ces élans de solidarité, on va encore détailler davantage avec vous, le temps d'apprécier en images un reportage réalisé par Karim Haïfa qui nous parle un petit peu de partage de la viande dans une région particulière du pays. Voyons un petit peu cela. Tandis que ce groupe de bénévoles s'occupe de la découpe de la viande, cet autre groupe veille au tri et au rangement de la viande prédécoupée avant de la distribuer à plusieurs centaines de familles nécessiteuses de la commune de Omar, près de Togourt. Une initiative de l'antenne locale du Croissant Rouge algérien, rendue possible grâce aux dons des bienfaiteurs et des âmes charitables.
On a abattu 5 bœufs ce matin et on va maintenant commencer la distribution de la viande équitablement découpée pour les 400 familles nécessiteuses préalablement recensées par les comités de quartier. L'opération a été conduite par les jeunes et les comités de quartier ayant acquis l'expérience du bénévolat et d'autres nouvellement engagés dans l'action de solidarité qui ont renforcé en ce début de mois de Ramadan les rangs du Croissant Rouge algérien de Tougourt pour rendre le sourire à des centaines de familles nécessiteuses. Le Croissant Rouge algérien, à travers cette action charitable, veut montrer qu'il est capable de mobiliser la population locale, cultivant en elle le sens de la solidarité. C'est une vieille tradition chez nous que nous voulons absolument garder et perpétuer. Cet acte de bienfaisance aura des retombées bénéfiques sur le village et ses habitants. Et ce n'est qu'une petite partie du travail fait au quotidien par des jeunes déterminés à mener au cours du mois de Ramadan plusieurs actions de solidarité dans toute la région. Une expérience positive pour ces jeunes qui pourraient faire des émules. Et notre invité ce matin, Juba Meddah en l'occurrence, n'a rien à envier à tous ces élans de solidarité. Sur les pas du Croissant Rouge, il s'en est allé avec son jumeau Riles et aussi un groupe d'amis pour aider les plus nécessiteux par le biais d'une d'une main tendue, une main tendue, des restaurants du cœur comme on dit, et un concept Twins du cœur and Friends. Exact. C'est bien cela. Ouais. Alors, est-ce que, donc là, c'est une tradition qui est perpétuée du côté de Tougourt, mais aussi dans différentes régions du sud algérien. Donc, c'est une tuisa, mais un peu particulière, quelque part. Et vous, la tuisa, vous en connaissez un bout depuis... Ça y est, vous êtes des experts. C'est bon, on est des experts, on est habitués maintenant. Depuis 7 ans que vous le faites. Oui, depuis 7 ans qu'on le fait. Est-ce que c'est difficile quand même d'avoir de l'aide? Parce que j'imagine que nourrir comme ça des personnes sur 30 jours, ou plutôt 27 27 jours, disons, voilà, 27 jours. Parce qu'on s'arrête quand même... L'Eid al-Qadr. Voilà, exact. Après, de peur de ne pas avoir du monde, parce que la plupart des gens, ils se déplacent, ils partent. Oui, on prépare l'Aïd. On prépare l'Aïd, on prépare aussi Rtana. Les circoncisions. Et ça aussi, vous avez eu votre contribution chaque année. Bah oui. Vous avez aidé des familles un peu dans le besoin. Une dizaine, voilà. Des dizaines d'enfants qui ont été circoncis chaque année à l'occasion d'Isba Weshrin. Exactement. Très bien. Alors cette année, donc les préparatifs, est-ce que l'élan de générosité est toujours le même? Est-ce que les mécènes habituels sont fidèles? Est-ce que vous avez réussi à fidéliser? Les gens, déjà tout notre entourage, ils sont très fidèles. Beaucoup plus nos amis. Ils sont fidèles. Des amis très proches, des amis pas proches, des amis proches de nos amis, ils nous aident. Allô Juba, allô tout le monde, voilà, je vous ramène direct. Il y a aussi le groupe Civital que je remercie aussi, Madame Rim et Monsieur Mouloud aussi qui nous ont bien aidés. Ils nous ont envoyé de l'huile, de quoi faire bouffer toute l'Algérie. Non, ils nous ont envoyé beaucoup, ils nous ont vraiment aidés, que je remercie beaucoup. Il y a aussi Anis de Coca-Cola aussi qui nous ont aidés. Ils nous ont envoyé les boissons. Il y a, si je peux citer bien sûr, il y a des groupes. Attention Marc, s'il vous plaît, quand même. Bon, vous avez cité deux, c'est pas grave. Il y a beaucoup de. Mais disons, on salue quand même parce que. Je salue tout le monde. C'est un cadre très particulier en tout cas. C'est un cadre vraiment particulier, voilà. Vous êtes allô Juba, vous avez besoin de quelque chose, on vous aide. Au lieu d'aller acheter l'eau et l'huile et le sucre. Vous avez vos mécènes par rapport au moins à ces denrées alimentaires de première nécessité. Ça nous aide. Oui. De cela, on dépense notre argent, l'argent de nos amis, parce qu'on s'entraide aussi, comme je vous ai dit, pour acheter autre chose. Oui. Il paraît que les repas quand même servis dans les lieux que vous réservez à cela sont savoureux. Oui, même qu'un quotidien a carrément salué une des initiatives en disant restaurant 5 étoiles pour les pauvres. Ça c'était en 2012 ou en 2011, 2012-2013, ils ont dit ça. Ça ne vous avait pas plu. Ça ne vous avait pas plu. Ça ne vous avait pas plu. Non, on le fait pour le bon Dieu, on le fait pour les gens, pour les nécessiteux, mais c'est pas pour avoir cette image, non. On essaie d'être discret au max. Excellent. On veut être discret vraiment.
Après, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui nous aident, alhamdoulilah. Oui. Alors, du haut de vos 31 ans, vous êtes tout jeunes, tous les deux, parce que vous êtes voilà, en duo. Exact. Voilà, vous avez quand même vos réalisations et vous arrivez, c'est dire un petit peu, moi j'ai envie de parler un petit peu de votre parcours personnellement, pour dire que quand on veut, on peut, finalement. Quand on veut, on peut, oui. Que ce soit ça. en Algérie ou en Chine, quand on veut, on peut. Oui, alors vous avez à votre actif quand même différentes réalisations sur le plan personnel. Oui, vous êtes électromécanicien de formation. En électromécanique, ouais, j'ai fait des études en électromécanique, le jumeau d'informatique. Le jumeau est informaticien. Il y a aussi Hamza, il est en juridique. Oui. Et tous nos amis, la plupart, ils ont fait des études supérieures ou autres. Oui. Alors, j'ai été aussi dans la restauration, j'ai fait de la restauration au niveau de Sidiria. Dans la communication, comme je vous ai dit, Twin Events, et aussi dans le transport. Il y a mon frère jumeau et tout le monde aussi qui sont un peu... Vous avez attaqué 3 fronts, en tout cas, ce qui n'est pas rien, parce que c'est déjà difficile d'attaquer un seul front dans la vie. Quand on a de la volonté... Quand on veut, on peut. Voilà. Quand on veut, on peut. Après, il faut savoir gérer. Faut mieux quand on s'organise... Un jeune manager, comme on aimerait en voir partout, justement. On est là. Jiba, donc vous avez une agence de communication, de transport également, donc de la restauration. Un peu, vous avez réduit par rapport à la restauration, vous me disiez. Mais ce qui ne vous empêche pas de revenir à cette passion un mois dans l'année. Toujours, chaque année. Voilà, c'est excellent, c'est excellent. Donc, ce restaurant, dites-nous tout, ça se trouve où? C'est au niveau d'Albière. C'est au niveau d'Albière. C'est le Marco Polo. Je remercie M. Alaoui qui nous donne le restaurant. Il nous aide aussi, il nous le donne gratuitement. Oui. 250 repas par jour. Minimum. Voilà, ça peut 250 être plus. repas par jour. Parce qu'on a les 200 places, on donne aussi à emporter. Il y a des gens qui viennent, ils ne peuvent pas être sur place, que ce soit des agents de sécurité. Quand il y a un surplus comme ça de marchandises, comme vous le disiez tout à l'heure, vous le partagez quand même, vous ne gardez rien. Voilà. On partage tout. Très bien. Nous-mêmes, on ne mange pas sur place. C'est excellent. Vous arrivez à gérer donc ce budget qui est un peu compliqué quand même sur un mois. Oui, on est obligé de le gérer. Eh ben bravo. On est obligé de le gérer. On fait de notre mieux, comme je vous ai dit. On gère très bien, alhamdoulilah. Vous savez, les années passées, on a très bien géré. Inch'Allah, les années à venir aussi. J'espère que tout le monde fera ce qu'on fait aussi. Inch'Allah. Donc, c'est le moment de se dire au revoir. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Un dernier mot avant de saluer. Sahar Danko, mais essayez de faire comme nous. Oui, j'espère qu'ils seront nombreux à prendre le son sur des twins, c'est-à-dire les jumeaux, parce que vous êtes 2 frères. Exactement. Juba et Riles Meddah. Et vos amis sont nombreux. Et j'espère qu'ils seront aussi nombreux que d'habitude et encore plus cette année, maintenant que vous avez lancé l'appel. J'espère qu'ils seront nombreux à vous emboîter le pas et contribuer à cette initiative citoyenne, je le dis bien. Ce n'est pas une association, c'est un individu. Ce sont des individus qui ont choisi d'apporter leur aide en ce mois de Ramadan, ce mois de piété. Merci de nous avoir suivis ce matin dans Bonjour d'Algérie. J'espère que les élans du cœur se multiplieront encore et encore dans notre pays, qu'on verra des frères partout, des sœurs partout. Restez gentils, soyez courtois en conduisant, ne vous énervez pas, aimez-vous les uns les autres. C'est le mois justement où il faut dire tout ce qu'il y a de bien et de prouver votre piété à Dieu. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, excellente journée. Passez aussi une bonne matinée, et puis bon sahur et bon ftour. Voilà, j'ai inversé. On commence d'abord par le ftour en principe. Voilà, on est encore loin du ftour, mais quand même je le dis parce que je ne serai pas là.